Assalamu alaikum. We will hunt down terrorists who threaten our country. La bataille n'est pas gagnée. Réitérer notre appui à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Si vous avez suivi l'actualité internationale tout au long de l'année, et si bien sûr vous avez été des fidèles de Planète Terre, vous avez assurément remarqué que l'année 2014 a été très riche en événements et en conflits. Pensons seulement au conflit en Ukraine, l'émergence du groupe État islamique en Syrie et en Irak, le conflit Israël-Gaza et j'en passe. Donc, pour donner un peu de sens à tous ces événements et pour les mettre en perspective, également, j'ai avec moi non pas 2, mais 3 invités, des habitués de ce plateau. Frédéric Mérand, directeur du Cérium, Valérie Amirault, professeur de sociologie, et Philippe Fauché, professeur de sciences politiques. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. En suivant l'actualité internationale, on a pu avoir l'impression que l'année a été particulièrement violente et chaotique. Est-ce que c'est vraiment le cas, Frédéric? Violente, pas plus que d'habitude. Si on fait exception du conflit en Syrie, où il y a effectivement les victimes qui s'accumulent, on observe une poursuite du déclin de la violence, à la fois des guerres interétatiques et des conflits internes depuis une centaine d'années, donc dans une perspective très, très longue et globale. Mais est-ce qu'elle a été plus chaotique? Peut-être. Et je pense qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que on a tendance, depuis les années 90, à penser que les puissances occidentales, et surtout les États-Unis, sont capables de remettre de l'ordre dans les conflits régionaux ou dans les guerres civiles. Ce sont les polices du monde. Et là, au Moyen-Orient, ce n'est pas le cas. Et donc, peut-être qu'on a un sentiment de perdre un peu le contrôle. L'autre explication, selon moi, qui donne une impression de chaos, c'est le fait que des événements comme l'État islamique que vous avez mentionné, mais aussi le rôle très obscur que joue la Russie en Ukraine, ne correspondent pas tellement aux définitions traditionnelles qu'on a des conflits avec des États souverains qui se mènent la guerre. C'est très complexe, c'est pas bien interprété par le droit international, et donc peut-être que ça nous donne l'impression qu'on ne peut pas comprendre véritablement ce qui se passe là-bas. On est un peu en manque de concepts là, pour bien cerner, pour bien comprendre, c'est ça? Oui, tout à fait. Valérie? Oui, je vais un peu dans le même sens, mais en étant peut-être un peu plus nuancée sur l'idée de la pérennité de certains conflits, de certaines zones qui deviennent structurellement, endémiquement violentes et desquelles finalement penser le politique hors de la violence devient impossible, à la fois sur le plan théorique et sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan du quotidien des personnes concernées. Là, je pense que la zone moyenne-orientale au sens large est une bonne illustration, mais je te rejoins quand tu parles du fait qu'un certain type de violence est de plus en plus contrôlée, c'est-à-dire que les violences finalement inter-États, les violences classiques, celles qu'on nous a enseignées dans les manuels, elles sont finalement relativement peu nombreuses, ou en tout cas relativement contrôlées. Par contre, ce qui est beaucoup plus, à mon avis, délicat à analyser et ce qui révèle la faible lisibilité, si vous voulez, de ces conflits, c'est le fait qu'elles sont de plus en plus éparpillées, de plus en plus atomisées, et à ce titre, il me semble que la situation en Syrie est emblématique de ce qui nous attend pour les prochaines années, c'est-à-dire des foyers qui sont très précis au départ et qui ensuite, par capillarité, disséminent sur un territoire qui n'est pas forcément lié sur le plan national ou qui n'est pas arrimé à des liens de citoyenneté très clairs, toute une série de foyers qui, à leur tour, peuvent devenir autonomes. Et je pense que la lecture de l'État islamique et de sa fragmentation et de sa transnationalité aussi est quelque chose qui peut nous amener à réfléchir dans cette perspective-là. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine façon, que dans certaines régions du monde, il y a une érosion du contrôle étatique, donc de l'État-nation? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Je ne dirais pas que c'est une érosion, je dirais simplement que ce n'est plus le seul vecteur de la violence légitime. Il y a d'autres formes de contrôle de cet appareil de violence qui prend différentes formes. Ça peut être des milices, ça peut être du terrorisme, ça peut être des activités totalement informelles. Il y a une nouvelle matrice, si vous voulez, qui est moins dans le fait que de nouveaux acteurs émergent que dans le fait que cette violence, elle est distribuée de manière complètement chaotique. Et là, je rejoins ce que disait mon collègue. D'accord. Philippe? 2014, plus chaotique, plus violent. Je poursuis sur l'angle du chaos. Trois remarques. La première concernant les victimes civiles. Il me semble qu'une des différences actuellement dans le type de conflit, c'est que les combattants se mélangent constamment et participent et sont proches des civils qui sont mêlés au conflit. Il y a un rapport de l'UNICEF qui vient de sortir, semble-t-il, aujourd'hui, concernant les enfants. Et les enfants sont très souvent victimes de conflits, une proportion très importante, je parlais de
200 millions et plus d'enfants qui sont affectés à différents degrés par les conflits. L'autre dimension, ce sont les camps de réfugiés que provoque donc dimension chaos. La Syrie, effectivement, en Turquie, au Liban, en Jordanie, vous avez des camps très importants de ressortissants syriens. Ces gens-là qui manquent d'infrastructures, manquent de moyens. Et évidemment, ce sont dans certains cas, des vies gâchées. Les enfants ne vont pas à l'école ou vont peu à l'école. Bref, les infrastructures manquent. C'est très compliqué tout ça. Et donc, il me semble que du côté chaos, la vie déjà difficile est empirée. L'autre contre-coup de tout ça, peut-être, ce sont les catastrophes évitées. Il me semble que l'Écosse aurait pu donner lieu à un scénario tragique, dramatique, violent, conflictuel. L'Écosse? En Écosse, oui, le référendum en référendum Écosse. sur l'indépendance, On aurait pu penser à un autre scénario qui serait celui d'un affrontement qui n'a heureusement pas eu lieu, etc. Il me semble qu'au Brésil, au moment du football, on s'attendait à une répétition des manifestations de l'année précédente et donc ça aurait pu donner lieu à des conflits, d'autant plus que ça s'était assez mal déroulé à l'époque et dans ce moment-là, ça aurait pu être très important. Et je signalerai enfin, malheureusement pas une catastrophe évitée, mais une espèce de guerre permanente qui est celle de la violence au Mexique, oui. où on a trouvé un certain nombre d'étudiants, 43 étudiants ouais. ont disparu. On cherche des évidences sur ce qui leur est arrivé. Ils sont certainement décédés. On les a éliminés. Et ça montre l'interconnexion brutale entre les forces de l'ordre, les groupes mafieux, les trafics de drogue et d'influence et la politique locale, ce qui en fait un écheveau très difficile à démêler. Oui. Maintenant, j'aimerais vous demander quel est, selon vous, l'événement ou la série d'événements de 2014 qui a été la plus déterminante dans le monde, qui a le plus changé, si on veut, la donne internationale? Et en même temps, si vous voulez, nous dire quels événements, parallèlement, ont été surestimés. On a accordé trop d'importance ou inversement pas assez d'importance, Frédéric? Trop d'importance, surestimée, évidemment, c'est un peu trop tôt pour le dire, puis j'ai tendance à me tourner vers Valérie pour entendre son point de vue là-dessus, mais je ne suis pas persuadé que la question du djihadisme est celle qui a beaucoup été thématisée en Occident, c'est-à-dire le retour de jeunes fanatisés, ouais. radicalisés, soit un problème à moyen terme qui soit aussi considérable qu'on le dit, mais ça, je serais curieux de savoir ce qu'en pense Valérie. La question des relations avec la Russie va être très intéressante parce que le conflit en Ukraine, en termes de victimes, n'est absolument pas comparable à ce qu'on voit en Syrie. En revanche, les relations avec la Russie, depuis 20 ans, ont été pas trop mauvaises, pas toujours faciles, mais pas trop mauvaises. Et là, on se dirige vers une année où il n'y a plus aucune confiance, aucune coopération possible entre les États-Unis, les Européens et la Russie d'autre part. Et ça, pour la sécurité régionale, évidemment, moi, je parle de mon point de vue qui est celui de quelqu'un qui s'intéresse à l'Europe, donc peut-être que je suis un petit peu trop obsédé par cette région, mais je pense que ça peut avoir des conséquences à long terme qui sont considérables. Structurantes, là, ouais. qui vont changer, susceptibles de changer la donne. Valérie? C'est pas une question facile que vous posez, d'autant que je ne suis pas liseuse de bonne aventure, donc je suis bien en peine de répondre de manière très précise, mais intuitivement, la situation en Syrie est pour moi emblématique de ce qui va devenir un peu une matrice au Moyen-Orient, avec de nouveau la récurrence d'une intervention, une coalition internationale dirigée par les États-Unis évidemment, mais avec cette fois-ci, il me semble, un différentiel important sur le plan de la médiatisation, dont on a vu un effet immédiat au mois d'août, quand les violences se sont intensifiées à Gaza, dans la bande de Gaza, et qu'il y a eu une surmédiatisation, non pas surmédiatisation au sens d'une médiatisation usurpée, mais une surmédiatisation comparée à la situation en Syrie, où là, les chiffres sont quand même, depuis bientôt 4 ans, parce qu'on continue de dire 3 ans, mais ça fait bientôt 4 ans. On occulte une réalité, et il me semble qu'en termes de communication, de notre point de vue, sur le plan de l'analyse qu'on en fait en Occident, il y a quand même énormément de questions qui sont soulevées par la couverture médiatique de cette crise. J'en veux pour preuve, Philippe citait le rapport de l'UNICEF, qui est effectivement un rapport poignant sur le plan des données factuelles concernant la désocialisation complète d'enfants de 0 à de la naissance à la fin de la scolarité, si vous voulez, 16 ans. Mais là, je pense à un événement très récent qui date de la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, 2 semaines, le 29 novembre, Bachar el-Assad était interviewé par un grand reporter français pour le compte d'une revue hebdomadaire, Paris Match, que je lis
comme je lis Vogue, et Vogue, il y a 3 ans, faisait un grand reportage sur l'épouse de Bachar el-Assad. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans un contexte dans lequel il y a un contrôle extrême de l'image et de la production de connaissances et de diffusion de connaissances sur la réalité du terrain. Et ça, selon vous, ça change la donne? Et ça, selon moi, c'est extrêmement bien illustré par la situation en Syrie. Il y a un différentiel de connaissances monstrueux entre ce qu'on nous montre dans la presse diffusée en Occident, quelle que soit la langue, presse allemande, presse italienne, presse espagnole, française, anglophone, et ce qu'on connaît sur le terrain, notamment relayé par des ONG, par des associations civiles, par des associations humanitaires ou par des organismes comme l'UNICEF. Donc ce différentiel de connaissances, pour moi, est quelque chose d'alarmant, parce que là, sur la Syrie, je pense qu'on n'a jamais atteint ce paroxysme d'écart ou de désinformation, je ne sais pas comment le nommer, qui fait que sur le plan de l'analyse, on est un peu à se raccrocher à des événements qu'on surmédiatise, comme effectivement, là je te rejoins sur le djihadisme, où je pense qu'on passe à côté des vrais sujets. D'accord. Philippe, d'événements plus déterminants et des événements surestimés, sous-estimés? Je rejoins mes collègues en prenant un peu de chacun d'entre eux. Je pense que le problème de l'Ukraine est probablement celui qui est, me semble-t-il, le plus obscur ou le plus souterrain. C'est-à-dire que le nombre de tractations, le nombre d'implications concernant la Crimée, les voisins immédiats et l'Ukraine, avec les tractations qui impliquent les Européens, avec les ambitions que l'on prête aux dirigeants russes et à Poutine en particulier, et les sanctions économiques qui s'appliquent et qui ont des conséquences, mais qui ont des conséquences qui vont bien au-delà, évidemment, de l'enjeu ukrainien. Ils sont en train de mettre la Russie à genoux économiquement, qui vont avoir des problèmes très, très importants à régler, dans la mesure où les grandes entreprises russes qui ont besoin de capital, par exemple, c'est un exemple, ne trouvent pas de financement parce qu'on leur refuse le financement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces entreprises-là voient leur valeur diminuer et évidemment, de bons chevaliers européens ou américains vont se proposer pour les racheter à petit prix, etc. Bref, il y a une espèce de réaménagement dans la région où on coince la Russie, ce qui me semble très dangereux et très sournois. Et ce qui est politique et économique, sur tous les plans. Oui, si je peux intervenir là-dessus. Bon, je ne voudrais pas mettre la faute ou dire que l'Occident, par exemple, devrait adopter une politique plus tolérante à l'endroit de la Russie, mais ça va bien au-delà de la question économique, parce que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité, et donc, sur tous les enjeux de sécurité, que ce soit en Syrie, où de toute façon, ils ne collaborent pas beaucoup depuis quelques années, mais sur des enjeux comme la prolifération en Iran, par exemple, sur des conflits en Afrique, voire en Asie. Sans la Russie, il va devenir très, très difficile de faire adopter des résolutions, donc de produire du droit international, si la Russie devient un partenaire absolument impossible. Donc, pour moi, ce n'est pas une justification ou une excuse de la Russie. Au contraire, je pense que Poutine a sa part de responsabilité, mais ça va devenir un problème structurel à moyen terme. Structurel international qui déborde la région Europe-Russie. Bien, merci. Restez là. On poursuit le bilan après un bref rappel des événements de 2014.